Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Pour cet épisode, je reçois Christian Junot, qui est expert de la relation d'argent dans la francophonie. Et moi j'aime à dire qu'il est un peu un psy de l'argent. Christian est quelqu'un de solaire, il rayonne la bienveillance, la joie de vivre et la gentillesse, et son propos est d'une clarté déconcertante. Entre ma lecture de son livre « Ce que l'argent dit de vous » et notre rencontre, j'ai pris une véritable leçon de quiétude et j'ai fait un vrai voyage intérieur pour questionner et pacifier ma propre relation à l'argent. Parce que c'est ça l'objet de son travail. Christian aide les gens à pacifier leur relation à l'argent, y compris pour des gens qui sont loin d'avoir conscience qu'il y a quelque chose à pacifier. Christian est ancien banquier. Il a tout quitté il y a 10 ans pour devenir indépendant. Il m'a raconté l'événement déclencheur d'une prise de conscience qu'il avait un problème avec l'argent. Et puis, sa rencontre avec son mentor Peter Koenig, qui lui a permis de mettre des mots sur ce problème et qui l'a aidé à le surmonter surtout. Et le voilà maintenant à aider les autres depuis plusieurs années. Si vous vous demandez ce que c'est que cette histoire de thérapie de l'argent, restez bien à l'écoute, vous risquez d'être surpris. Ensemble, Christian et moi on a parlé des 3 grandes attitudes dysfonctionnelles que l'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, des plafonds de verre que l'on se met inconsciemment et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. On a aussi parlé d'héritage familial, comme je le fais avec tous mes invités. Christian m'a appris à décoder ce qu'on pouvait apprendre de ses propres racines et on est allé beaucoup plus loin que d'habitude sur ce sujet. On a aussi parlé des projections que l'on fait sur l'argent. L'argent liberté, l'argent bonheur, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est le pouvoir, l'argent c'est l'indépendance. Ces projections ont-elles un fondement réel et nous servent-elles ou au contraire nous desservent-elles ? Puis comme je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui écoutent le podcast, j'ai demandé à Christian ce que travailler sa relation à l'argent pouvait changer pour un indépendant ou un entrepreneur, notamment pour débloquer des difficultés à parler d'argent avec ses clients, à mettre une valeur sur son travail et à vendre des prestations. Parce qu'il a très souvent l'occasion de travailler avec des indépendants sur ce sujet-là. Donc c'était intéressant d'avoir son éclairage. Et enfin, on a parlé d'argent prison. J'entends par là tout ce qu'on s'empêche de faire, tout ce à quoi on renonce par peur de perdre son argent, de perdre son niveau de vie et le prestige qu'on y associe. Christian est passionnant à écouter, son propos est extrêmement clair, précis et mûrement abouti. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. Avant de débuter l'épisode, je voulais vous parler tout de suite d'un événement que Christian organise le 7 et 8 mars prochain à Paris. C'est un atelier de 2 jours animé par lui et 3 autres intervenants, auquel je participerai d'ailleurs. J'ai un code promo pour tous les auditeurs, donc rendez-vous sur budget-chéri.com ou en description de l'épisode pour avoir plus d'informations sur cet événement. Et sinon, je vous dis bonne écoute. Bonjour Christian. Bonjour Delphine. Je suis ravie d'échanger avec toi. Tu te présentes toi-même comme un spécialiste de la relation à l'argent dans la francophonie, c'est bien ça? C'est bien ça, absolument. Tu as écrit un livre que j'ai énormément de plaisir à lire qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Et tu as aussi coécrit 2 autres livres. Alors, un qui s'appelle « Enfin libre d'être soi-même » et un avec un titre un peu long, mais je me lance, « Le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance ». Tu interviens régulièrement dans des séminaires, dans des conférences, dans énormément de médias, donc en France et dans d'autres pays de la francophonie, dans des écoles aussi, parce que tu es intervenu notamment à HEC. Est-ce que pour l'instant, tout est juste ? Alors absolument, tout ça est juste. C'est vrai que dans le style d'intervention que je peux faire est très vaste. Ça peut aller autant des gens surendettés que des gagnants à l'euro million. Donc ça veut dire que ça couvre quand même beaucoup de personnes. Alors ma première question, c'est comment t'en es venu à te spécialiser et je mets des guillemets, dans la relation à l'argent ? Pourquoi tu as choisi ce thème de l'argent ? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie de devenir expert de la relation à l'argent ? Alors c'est un peu le hasard des rencontres. J'ai rencontré Peter Koenig en 2006 de manière tout à fait fortuite pour une conférence qui n'était pas prévue au programme. Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un de parler de relation à l'argent. Et c'était l'époque où enfin je me rendais compte que j'avais un problème avec l'argent, que j'avais beau avoir d'excellents revenus, j'avais beaucoup de peur de manquer principalement.
Et suite à ça, j'ai demandé à Peter Koenig de venir faire des ateliers en Suisse francophone. Et j'ai été son organisateur. Je crois que je l'ai fait venir pendant 3 ans et demi. Donc 7 fois, je l'ai fait venir. Et la 7e fois, j'étais indépendant depuis 2 mois. Et il m'a dit ce jour-là, Christian, c'est fini, je ne viens plus, tu vas faire ça à ma place. Et je n'avais pas du tout prévu de faire ça à mon programme. J'étais spécialiste de la communication violente, coach et d'autres choses. Et tout à coup, je me suis lancé parce qu'il me l'a proposé. Et au fond, j'ai vu que j'aimais ça. Et puis qu'il y avait surtout d'énormes besoins, en tout cas, par rapport à ce thème-là. Alors, du coup, c'est quoi exactement expert de la relation à l'argent? Qu'est-ce que tu fais et en quoi tu aides ou accompagnes les gens? Alors, ouais, c'est une bonne question parce que je peux te dire souvent quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, les gens me font des grands yeux se demandant bien Ah oui. qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est une très bonne question. Alors, en fait, moi, je soutiens les personnes à décortiquer leur comportement avec l'argent. Je donne juste 2, 3 exemples pour que ce soit concret. Les personnes qui ont tendance à dépenser de manière un peu compulsive, un peu à se lâcher. Les personnes qui économisent de manière un peu frileuse et qui ont peur de manquer. Ou alors des personnes qui ont de la peine à valoriser leurs prestations, donner un prix à ce qu'ils font, pour donner juste 2, 3 exemples. Donc, j'aide justement les personnes à voir leur comportement et à aller voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que leur comportement avec l'argent dit de eux? Et si on va voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y aura transformé pour être un peu plus libre dans leur vie, un peu plus en paix avec l'argent, mais aussi un peu plus en paix avec eux-mêmes? Tu disais tout à l'heure que toi-même, tu as eu un problème avec l'argent. En tout cas, c'est cette rencontre avec Peter Koenig que tu définis aujourd'hui comme ton mentor. Et cette rencontre t'a fait prendre conscience que tu avais un problème. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors je dirais que c'est pas que cette rencontre m'a fait prendre conscience que j'avais un problème, c'est que depuis peu de temps, j'avais enfin conscience que j'avais un problème, parce que le problème existait depuis des dizaines d'années. Donc, Ouais. autrement dit, j'étais quelqu'un qui économisait. Donc, économiser, il n'y a rien de mal en tant que tel, mais à partir d'une peur. À partir d'une peur de manquer, à partir d'un manque de sécurité intérieure, d'un manque d'estime de moi. Et j'économisais toujours plus, pour effectivement essayer de me rassurer, de combler cette peur. Et au fond, si tu veux, pendant longtemps, je pensais que ma manière de faire était juste, que mon épouse, qui pourtant n'est pas une grande dépensière, dépensait forcément trop parce qu'elle venait réveiller mes peurs. Et que, ben oui, ça c'est pour quelqu'un qui a peur de manquer, l'autre dépense toujours trop, tu vois, même quand c'est pas grand chose, en habits ou je ne sais quoi, par exemple. Et qu'au fond, vraiment, pendant longtemps, je pensais que j'avais pas de problème, jusqu'à que, un jour, mon fils, un de mes 3 enfants à table dit, papa, c'est un radin. Et là, c'était un choc, comme un coup, tu vois, un coup sur la tête en me disant, OK, s'il dit ça de moi, peut-être qu'il pense que je ne l'aime pas parce que je ne suis pas aussi généreux qu'il l'aimerait avec l'argent. Là, c'est important que je m'occupe à m'occuper de ça. Mon épouse est beau me dire des choses, je ne voulais rien entendre, mais là, c'est comme si ça fait suffisamment mal pour que je m'occupe de ça. Et on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive, et c'est ce qui est arrivé avec l'arrivée de Peter Koenig. Tu as des exemples de situations délicates que tu as vécues ou que ta femme ou tes enfants ont vécu de ce fait-là, Alors du- oui, mais si tu veux déjà, moi j'étais quelqu'un qui faisait toujours beaucoup de provisions, j'avais plein des comptes avec plein de provisions sur tout ce qui pourrait nous arriver de fâcheux dans la vie. Il fallait que j'aie une provision argent pour chacune d'entre elles. Alors Mhm. ça, c'est pas bien méchant si tu veux, mais ça partait d'un endroit de peur. Mais quand on allait au restaurant, très vite j'allais cadrer pour tout de suite être sûr qu'ils n'avaient pas dépensé trop d'argent, par exemple. Ou alors j'étais plutôt à freiner. Je pense que, entre autres, le fait de ne pas avoir voulu un 4e enfant, c'était des peurs en lien avec la finance, Mhm. mais je n'ai pas pu l'exprimer comme tel. J'ai trouvé d'autres raisons, mais que c'était des peurs en lien avec ça. Donc j'allais freiner des dépenses, si tu veux, toujours trouver des arguments rationnels pour expliquer qu'il y avait mieux. Passer beaucoup de temps également à comparer sur Internet avant d'acheter un truc, mais ça montrait une chose, c'est que mon temps n'avait pas beaucoup de valeur, tellement je pouvais passer du temps parfois. J'ai envie, alors je pose cette question à tous mes invités et ça va encore plus avoir du sens pour toi parce que c'est l'objet du travail que tu fais avec les personnes avec les personnes que tu accompagnes. Mais la question c'est, quel était toi ton héritage familial vis-à-vis de l'argent? Alors, c'est encore une fois une très bonne question, puisque je la pose aussi dans mes ateliers. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'une chose qui est étonnante, c'est qu'on peut être des enfants de la même famille, avoir des comportements avec l'argent très différents. J'ai un grand frère qui a 2 ans de moins que moi. Lui n'a jamais eu d'argent, a toujours tout dépensé. Il est malheureusement décédé avec quelques dettes, alors que moi, j'économisais depuis mon plus jeune âge. Donc, tu as 2 comportements complètement différents avec les mêmes parents,
mais les mêmes parents, ça ne veut pas dire qu'on a la même vie, qu'on a la même posture, positionnement vis-à-vis d'eux. Donc moi j'ai un père qui était indépendant, plutôt un fonceur, qui n'aimait pas calculer, qui n'aimait pas les frustrations d'argent et qui a fait 2 fois faillite. Ma mère, Mm. par contre, elle était plutôt prudente, avait des peurs. Je me retrouve beaucoup plus chez elle dans une sorte de peur de manquer. Mais au fond, elle n'arrivait pas à imposer à mon père, disant ce qu'elle aurait voulu pour se sentir bien. Mon père décidait un peu comme il voulait. Mais au fond, elle était plutôt sécurité, peur, vraiment comme je l'étais. Donc j'ai vraiment plutôt repris ça du côté de ma mère. Et son père à elle, mon grand-père maternel, était à fond là-dedans aussi. Alors en fait, moi j'ai presque envie de te décrire comme un psy de l'argent. Est-ce que c'est une formulation qui te convient ou pas? Alors oui, si ce n'est que je n'oserais pas l'utiliser, parce que je n'ai pas de titre de psy, bien sûr. Je suis économiste de formation, passionné par l'humain, mais oui, au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est d'aller voir encore une fois ce qui se passe au niveau subtil derrière les comportements avec l'argent. Ceci dit, tu t'es formé à quelques domaines de la relation d'aide, les principes sources, les constellations familiales. Alors, effectivement, tu as peut-être pas le titre de thérapeute et c'est peut-être pas vers là que tu as envie d'aller, mais quand même, il y a un fond dans l'accompagnement que tu fais. Alors oui, oui, je me considère autant comme coach que comme thérapeute parce que j'ai fait des cursus d'accompagnement individuel aussi, donc j'ai fait comme beaucoup de choses, particulièrement en communication non violente. J'ai suivi au moins 120 jours de formation. Et donc oui, oui, ces 2 étiquettes, moi je dis de l'accompagnement parce que pour moi ça regroupe le tout, ça recoupe le tout. Mais absolument, c'est bien de l'accompagnement à un niveau profond que je propose à travers ce thème-là, cette porte d'entrée qu'est la relation à l'argent. Comment tu as pris conscience du problème que tu avais? Alors, il y a eu cet épisode avec ton fils que tu racontes. Quel a été le cheminement vers cette prise de conscience et la compréhension fine que tu es capable d'expliquer aujourd'hui au final? Alors, si tu veux, l'histoire de mon fils, ça a vraiment été le déclencheur, tu vois, le coup de massue. Oui. Donc une fois, au fond, mon épouse me le renvoyait depuis quelque temps, j'étais trop stressé, trop crispé avec l'argent, et je ne voulais pas l'entendre parce que tu sais, il y a toujours un moment, on est dans une forme de déni. Mm. On voit très bien ça, toutes sortes de dépendances. Les gens sont dans le déni jusqu'au jour où ils se réveillent et que ça peut être douloureux en quelque sorte. Alors moi, c'était pas trop douloureux parce que tu vois, si j'avais été à l'inverse, tout dépensier, qu'on avait des monstres dettes, ça aurait été difficile. Nous, on est plutôt des économies, donc c'était plus agréable dans ce sens-là. Mais au fond, si tu veux, en écoutant Peter Koenig, c'est lui le premier qui a vraiment mis des mots sur ce que je vivais, des mots de l'ordre d'une évidence, que je pouvais bien voir qu'il y avait quelque chose qui était crispé chez moi, mais j'avais pas expliqué pourquoi, comment ça se manifestait. Et au moment où lui a amené ses théories, c'est comme s'il décrivait qui je suis. Donc les gens qui viennent te voir, est-ce que j'imagine que tu reçois, enfin dans tes conférences, dans les séminaires, alors ça dépend. Dans les conférences, j'imagine que c'est des gens qui ont peut-être qui te suivent déjà sur les réseaux sociaux, qui ont probablement l'intuition ou l'idée qu'ils ont un problème, mais quand tu fais par exemple des séminaires invités, j'imagine quand tu es invité par d'autres intervenants ou des entreprises, etc., là, tu es confronté à des gens qui ont peut-être pas l'ombre d'un début de commencement de réflexion sur leur relation à l'argent. Alors tout à fait, ça m'arrivait dans des différentes interventions en entreprise particulièrement. Et je dirais que, tu vois, je parlais de déni tout à l'heure. Ce que je peux voir parfois, c'est que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je dis. Mm. Et parfois, effectivement, je vois des personnes qui vont s'accrocher à leurs économies en ne voulant pas entendre ce qui se cache derrière. Et je ne les juge surtout pas parce que je pense sincèrement qu'à une époque, j'aurais été incapable d'entendre ce que je dis parce que je n'avais pas l'ouverture pour voir ce que ça cachait et de voir les peurs qui sont derrière. Donc oui, ça m'arrive. Et je dis, je peux l'accueillir d'autant plus facilement que je pense que j'aurais pas été prêt non plus. Et quelque part, la manière dont je l'amène peut venir bousculer aussi. Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos de tes interventions et il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est que tu commences toujours tes interventions par un même questionnement. C'est qu'est-ce que vous associez au mot argent? Qu'est-ce que vous associez comme autre mot, comme idée, comme valeur, comme émotion? Ça, c'est un exercice qui est fondateur, j'ai l'impression, dans ta démarche. Et pourquoi et à quoi ça sert? Bon, pour la petite histoire, Peter Koenig a fait au moins 7 ans de recherche à plein temps là-dessus. Il disait, si j'avais eu cette question beaucoup plus vite, j'aurais gagné, je pense, quelques années de recherche. C'était la question à poser, mais je ne l'ai pas comprise tout de suite. Voilà. Donc, oui, je pose cette question, effectivement, qu'est-ce que vous associez au mot argent?
parce qu'au fond, ça va être au cœur de la relation à l'argent des personnes. En tout cas, en partie, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, suivant ce que j'associe, donc moi j'associais sécurité et argent, pour prendre cet exemple, mais d'autres vont associer argent égale conflit, ou argent égale sale, argent égale liberté, argent égale autonomie, indépendance. Ce qui est fascinant, c'est que c'est du 180 degrés tellement on a des opposés qui se rencontrent, tu vois, entre sécurité, puis conflit, sale, et puis confort de vie ou bonheur, tu vois, on a des trucs complètement à l'opposé. Et une personne au Québec qui anime depuis des années, elle a déjà répertorié plus de 600 mots qui ont été répondus, différents, qui ont été répondus à cette question-là. Donc c'est Waouh. impressionnant de voir ça. Et au fond, si j'associe argent égale sécurité comme je l'ai fait, ou argent égale liberté comme le font beaucoup d'autres, ou argent égale sale, argent égale injustice, argent égale la cause des problèmes dans le monde, au fond, nous n'aurons pas du tout les mêmes comportements avec l'argent du fait de cette association différente, même diamétralement opposée. Du coup, de cette réflexion, toi, dans le livre, après, tu m'expliqueras comment tu amènes les gens, comment tu guides les gens une fois qu'ils ont répondu à cette question. Mais toi, tu distingues, et c'est dans ton livre, trois grandes attitudes qu'on peut avoir avec l'argent. Il y a l'écureuil. L'écureuil, c'est celui qui amasse l'argent. C'est toi et c'est moi aussi. C'est la fourmi dans les fables de La Fontaine, quoi. C'est pas de la radinerie, c'est un comportement de précaution qui veut qu'on accumule. On amasse de l'argent, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de le dépenser raisonnablement. Ensuite, il y a l'attitude de sabotage qui fait en sorte que l'argent ne vient pas à moi. D'une manière ou d'une autre, je repousse l'argent parce que j'y associe justement les émotions, les projections négatives dont on vient de parler, comme l'argent est responsable de la faim dans le monde, l'argent est responsable des conflits, etc. Et la troisième attitude que tu décris, c'est un mélange des deux. C'est les montagnes russes, c'est tantôt j'amasse, tantôt je me débarrasse. C'est la formule que tu utilises toi-même. Et donc, comment t'amènes, c'est quoi un peu ton processus pour amener les gens à se définir, à se distinguer, à se catégoriser quasiment dans ces trois attitudes? Alors, je dirais là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, toi, quand je pose cette question que tu m'as posée avant, qu'est-ce que vous associez au mot argent? Des fois, des personnes vont dire quelque chose, mais vont dire avec leur tête. Et au fond, je leur dis, vous savez, peut-être qu'avec votre tête, vous pensez que argent, c'est liberté, mais peut-être dans vos cellules ou inconsciemment, vous pensez que l'argent, c'est de la merde. Et au fond, c'est l'inconscient qui prendra toujours le dessus sur le conscient. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'au fond, les personnes elles sont des fois surprises quand je décris les mouvements, en me disant c'est bizarre, moi j'associe ça à l'argent, puis je me retrouve pas dans le mouvement. Je dis oui, parce qu'au fond, c'est vraiment votre situation financière qui va montrer dans quelle sorte de mouvement vous êtes. C'est-à-dire que les écureuils, comme tu l'as dit, ils ont des économies, ils tiennent à leurs économies. Les saboteurs, ils ont beaucoup de difficultés à attirer de l'argent, donc ils ont des comportements saboteurs inconscients qui font que eux vont plutôt galérer financièrement, on va plutôt les trouver dans les dettes, ou éventuellement ce sera compensé par un conjoint, une conjointe ou un parent qui va compenser un petit peu de ces difficultés financières, voire l'État ou je ne sais quoi. Et puis, montagne russe, c'est vraiment des hauts, puis d'un coup l'argent fout le camp et on se retrouve à zéro, quoi, des grosses chutes en quelque sorte. Et si tu veux, c'est plus d'aller voir quelle est leur situation réelle économique, ça va donner ces informations-là. Encore une fois, parce qu'avec la tête, on peut penser quelque chose et on peut avoir une idée complètement différente au niveau cellulaire. Je prends un exemple que j'entends souvent, c'est qu'avec la tête, je me dis, ah oui, l'argent, c'est de la liberté, parce que si j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Voilà, c'est comme ça que les gens pensent avec la tête. Mais au fond, quand on va voir un peu leur histoire familiale, ils vont à coup voir que l'argent, c'était un immense thème de conflit parce que leurs parents s'entre-déchiraient pour l'histoire d'argent, ou qu'un divorce s'est mal passé, ou même sans divorce, il y avait des conflits pour l'histoire d'argent. Et à un niveau subtil, ils auront vraiment inscrit l'argent, ça sépare, l'argent, ça génère du conflit, et c'est ça qui prend le dessus. C'est fort d'être capable d'aller chercher les émotions aussi profondes. Moi, je me suis reconnue très très rapidement dans l'écureuil, mais il y a d'autres exercices que tu proposes, par exemple, où j'ai vraiment effectivement du mal à rentrer dans ce niveau d'introspection parce que bon, j'étais seule face au livre, donc même si
tu proposes des exercices pour y entrer. Mais j'ai l'impression que ce qui se joue, et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais, tu interviens principalement en face à face, parce qu'il se joue des choses à un autre niveau. Tu étais capable d'aller chercher loin, en fait, dans le vécu des gens, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que je travaille en groupe et pas en individuel, parce que si tu veux, le groupe va faire plein de résonances, de miroirs aux personnes. Mm. Tu l'as dit toi-même, c'est pas toujours facile, mais des fois, je peux voir que je suis impacté émotionnellement ou corporellement par ce que dit quelqu'un, sans même qu'avec ma tête je sache pourquoi. Mais dès le moment où il y a cet impact-là, inévitablement, ça parle de quelque chose de mon histoire dont je n'ai peut-être pas conscience, mais qui m'influence quand même. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je travaille en groupe et c'est vraiment important. Au fond, tu sais, quand on travaille la relation à l'argent, le niveau de comportement, c'est la partie visible. Et moi, je vais chercher au niveau de l'invisible. Et il n'est pas rare du tout, qu'il y ait des peurs de mort qui soient derrière tout ça. Ça explique peut-être aussi pourquoi tant de personnes s'accrochent à leur argent, pourquoi les peurs sont tellement monumentales dès qu'il s'agit d'argent, pourquoi les tensions sont tellement énormes dans un couple que il y en a un qui dépense alors que l'autre a envie de garder de l'argent, garder des réserves au cas où, parce qu'il y a des peurs de mort derrière, mais elles sont tout à fait inconscientes, je viens les mettre en conscience. Ce qui est fou avec ton travail, et j'en avais pas du tout conscience, encore une fois, là on est vraiment dans la psychologie de la relation à l'argent, ce qui est un domaine quasiment nouveau, et j'avais jamais même pas imaginé qu'on puisse travailler de manière quasiment thérapeutique là-dessus. Et j'ai vraiment pris conscience que travailler sa relation à l'argent, ça pouvait changer sa vie. Ça pouvait résoudre des conflits intérieurs, ça pouvait résoudre des conflits extérieurs, ça pouvait nous ouvrir la voie à un enrichissement, non pas à devenir riche comme un nabab, mais à tout d'un coup attirer l'argent, parce que c'est une expression que tu utilises souvent, à nous prendre des bonnes décisions, comme oser aller demander une augmentation à notre patron, oser quitter son travail, oser donner davantage aux autres, etc. Il y a une dimension qui est absolument libératrice dans ce travail. Moi, j'étais loin d'imaginer que... voilà, ça peut sembler futile, et peut-être à des gens qui découvrent, mais j'ai au contraire l'impression que ça peut être assez fondamental, et ça peut être, j'aime bien cette expression anglaise, life-changing. Alors, ça me paraît effectivement très nécessaire. Je vais donner juste deux exemples qui me semblent clés. Le premier, j'ai eu la chance de le faire, c'est qu'effectivement, il y a tellement de personnes qui sont dans un emploi qui ne leur convient plus, qui se sentent comme prisonniers d'un emploi et qui n'osent pas en sortir par peur des conséquences financières si ça ne marche pas, par exemple. Donc, le fait de pacifier sa relation à l'argent, avec l'idée pour moi de faire en sorte que l'argent soit au service de nos projets de vie plutôt qu'un frein, un blocage, une source de stress, et d'oser se lancer dans un projet de cœur, ben, ça change une vie, si tu veux. Moi, ma vie, ça fait 10 ans que je suis indépendant, ça fait 10 ans samedi passé, mais ma vie, ça n'a juste rien à voir avec l'époque où j'étais à la banque, et ça a une valeur infinie. Et puis, tous ceux qui font ce lancement dans un projet de cœur, et malheureusement, j'en vois beaucoup qui galèrent financièrement, parce que leur relation à l'argent, justement, n'est pas très fluide, pas très pacifiée, et que c'est dommage de revenir dans un travail dit alimentaire que pour ces histoires financières, alors qu'au fond, leur passion, leur énergie, ils font très bien leur travail ailleurs, mais, comme j'ai dit, ils ont des actions saboteuses inconscientes. Donc, effectivement, ça change la vie. Et j'ai envie de terminer avec une chose, c'est de dire, au fond, d'une certaine manière, je m'amuse en disant ça, je suis un peu manipulateur. Pourquoi? C'est parce que, au fond, ce que je sais, moi, mais les gens, c'est pas comme ça que je le nomme. Ce que je sais, c'est que quand on travaille sa relation à l'argent, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. C'est-à-dire que je travaille ma relation de moi à moi. Ça a un impact sur ma relation de moi aux autres. Ça a un impact sur ma relation de moi à la vie, la manière dont j'appréhende la vie. Et effectivement, un impact sur ma relation à l'argent. Mais j'ai envie de dire, c'est qu'une partie. C'est tellement plus vaste que ça. C'est pour ça que ce thème, je le trouve incroyablement riche. J'utilise ce mot à dessein. Je vais parler un peu de mon cas à moi, mais j'ai fait un épisode sur la peur de passer pour un radin. Et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose que j'aimerais pacifier, c'est justement de pouvoir mettre de côté les questions d'argent au profit de la relation. Et ça m'arrive régulièrement vraiment d'être mal, en conflit intérieur, quand dans des situations où on part en vacances, notamment entre amis, et que les dépenses, c'est un peu la surenchère des dépenses. On les maîtrise plus en fait quand on est en groupe.
parce qu'on n'est plus seul à décider de combien on va dépenser dans le panier de courses, combien on va dépenser pour telle ou telle sortie, pour se loger, etc. Et, et, et c'est une souffrance pour moi. C'est vraiment une souffrance et je n'arrive pas, je l'ai conscientisé, mais je n'arrive pas à mettre la relation humaine avant les questions d'argent. Ouais, mais ça, je te comprends bien. Tu sais, souvent, dans ce genre de choses, ce qui manque au départ, c'est justement un peu de clarté sur comment on va se débrouiller au niveau des finances, comment on peut faire en sorte que ça ne dérape pas, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes budgets. Et c'est assez difficile à dire dans un groupe, non, mais moi, je suis pas à l'aise, moi, j'ai pas envie de dépenser autant, parce qu'il y a souvent la peur du regard des autres, la peur de passer pour radin près de ses sous. Bon, ça, c'est une première chose. Mais au fond, ce que j'entends aussi chez toi, Delphine, il me semble, c'est que tu as aussi envie de faire un bon usage de ton argent. Et qu'il me semble, de ces situations-là, c'est pas vraiment ça qui se passe. Ça te parle? Ça me parle totalement. C'est au-delà de trading ou pas. C'est juste que mon argent, j'aime bien le dépenser d'une certaine manière. Et là, je me rends compte que je suis un peu poussé par le groupe de dépenser d'une manière qui ne me convient pas. Et je suis mal à l'aise avec ça et mal à l'aise à l'idée de le dire aussi. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. La bonne réponse, ce sera, à mon sens, le moment où je me sentirai plus à l'aise. Encore une fois, on va pas faire ma thérapie en direct, mais j'ai l'impression que ça renvoie au sujet des croyances limitantes qu'on peut avoir sur le sujet de l'argent. Est-ce que ça te parle, cette idée de croyances limitantes, et quelles sont celles que tu rencontres le plus dans ton travail? De ce que tu me partages, pour moi, c'est plus la notion du regard des autres qui est vraiment quelque chose d'extrêmement emprisonnant pour à peu près tous les êtres humains. Il y a tellement de choses que nous faisons ou que nous n'osons pas dire par peur du regard des autres que ça nous coince, ça nous emprisonne beaucoup. Donc, tu vois, à un moment donné, je prends juste encore un dernier exemple, après je réponds à ta question des croyances limitantes. Des personnes qui ont peur de passer pour radin, au fond, eh ben, ils peuvent ou accepter des choses dans lesquelles ils sont pas à l'aise, comme tu le disais, mais je vois des personnes qui vont devenir exagérément généreuses et vont commencer à vouloir tout payer aux autres, tu vois, tellement, on ne pourra jamais dire de moi que je suis un radin si je commence à tout payer aux autres, mais ça devient inadéquat également. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez classique d'une forme de générosité qui n'est pas une générosité de cœur, mais une générosité de peur, tu vois la différence. Ah C'est ouais. pas, c'est pas dire qu'il n'y a pas de bonnes intentions derrière, mais il y a autre chose qui se joue de plus subtil. Et les croyances limitantes, oui, nous en avons beaucoup, même énormément, je pense. Et nous avons peut-être, je vais parler plutôt de ça, c'est ce que nous avons, j'appelle des plafonds de verre. À mon avis, à peu près, tous les êtres humains avons des plafonds de verre. Autrement dit, ce sont des limites que nous nous mettons inconsciemment, qui nous empêchent de nous déployer pleinement et j'allais dire de recevoir toute l'abondance que nous méritons. Quand je dis toute l'abondance, c'est largement plus vaste qu'une question d'argent. J'aimerais que ce soit clair quand je dis ça dans mes mots à moi. Alors, il y a trois formes de plafond de verre que je définis. Et c'est pas dans le livre, je crois pas, parce que je l'ai vraiment mis plus de clarté après avoir écrit le livre. Dans le premier plafond de verre, c'est ce que j'appelle en termes de revenus. C'est comme des limitations qu'on se donne en termes de revenus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est incroyable, dès que j'aurais pu gagner plus, j'ai changé de métier, je me suis barré de l'entreprise, j'ai refusé un truc. Ou des personnes qui sont indépendantes, entrepreneurs, on va voir que même qu'ils augmentent fortement leur chiffre d'affaires, ce qui leur reste pour eux, une fois qu'on a déduit les frais, ça n'augmente pas. C'est ça des plafonds de verre. Toi, comme si on se tapait la tête quelque part, qu'on n'arrive pas à gagner plus, malgré toute l'énergie qu'on déploie. Je donnerai après, si tu as envie, après quelques causes possibles, mais j'ai décrit d'abord les trois. Deuxième plafond de verre serait en termes de fortune, d'économie. C'est que des personnes qui disent c'est incroyable, dès que j'arrive à un niveau d'économie, j'arrive pas plus que tant, comme une sorte de barrière psychologique. Soit que j'arrive à ce niveau-là, il m'arrive un coup dur financier qui fait qu'il y a de l'argent qui repart. Je fais faire un mauvais placement, un mauvais investissement qui fait que je perds de l'argent ou que je prête de l'argent à quelqu'un qui ne le rembourse pas. Enfin voilà, j'arrive pas à passer ce cap-là, donc il y a aussi comme une sorte de barrière, de plafond. Et le troisième plafond, c'est en termes de, et je mets des guillemets sous le mot succès et réussite, parce que chacun il définit ce qu'il veut. Ça serait quoi pour moi du succès, serait quoi pour moi la réussite. Et j'y associe la notion de visibilité. Je vois qu'il y a des personnes, effectivement, qui vont se limiter dans le succès potentiel qu'ils peuvent avoir parce que leur talent, leur don, peut-être, mériterait beaucoup plus de succès, mais ils vont se limiter eux-mêmes
ils vont peut-être pas être aussi visibles qu'ils devraient en faisant peut-être pas des vidéos, en faisant pas des choses, en se montrant pas plus, et qu'au fond, ils se sabotent un peu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu de succès, c'est acceptable, et c'est comme si plus, c'était pas possible et imaginable. Donc voilà, je peux aller plus loin, mais je donne déjà ces trois grands mouvements-là que je vois vraiment pour la grande majorité des êtres humains. Alors, ça renvoie un peu pour certains des plafonds de verre aux saboteurs. Évidemment, moi, je suis pas saboteuse, donc c'est vraiment un comportement que j'imaginais pas être aussi répandu. Tu le dis dans ton livre, c'est énormément de gens qui viennent à toi qui ont ces comportements, entre guillemets, repoussant l'argent ou n'arrivant pas à en attirer plus. Et peut-être que ça étonnera aussi pas mal des auditeurs qui vont écouter, mais tu dis que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on croit, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, si tu veux, les plafonds de verre que je viens de décrire, pour moi, on les retrouve dans les trois mouvements. C'est-à-dire que moi-même, j'ai déjà cassé 2 à 3 plafonds de verre. Peut-être qu'il y en a encore un ou autre, je ne sais pas. Je verrai. C'est encore une fois toujours la situation réelle qui me le montre. À l'avance, je ne le sais pas. Et si tu veux, c'est-à-dire que j'économisais, mais c'est comme si j'arrivais pas au-dessus d'un certain montant. Aussi, au-dessus d'un certain montant, un ou deux placements que j'ai faits, ils se sont cassés la figure aussi. C'était des mauvais investissements parce que je voulais plus d'argent, mais parce que j'avais toujours à cause de mes peurs. Et c'est comme si inconsciemment, je faisais des mauvais choix dans ces moments-là, si tu veux. Donc, quel que soit le mouvement, on peut avoir un plafond de verre quand même. Je donne juste un exemple, peut-être, même pour un Oui. écureuil, il faut donner ça. Supposons que dans ta famille, un des parents ait toujours dit les riches, c'est des malhonnêtes, ou les riches, c'est des profiteurs, les riches gagnent leur argent sur le dos des autres, et que moi, je suis un écureuil et que j'économise. C'est intéressant d'aller voir à partir de quel montant d'économie je me sens riche, parce que c'est tellement personnel, suivant de quel milieu on vient. Pour certains, s'ils ont 5 000 d'économie, c'est énorme. 20 000, 50 000, 100 000, c'est extrêmement personnel. Mais si dans ma perspective, avoir 20 000 d'économie, c'est être riche, c'est-à-dire que dès que j'arrive à ce niveau de 20 000 et que je me vois comme riche, je vais avoir la peur qu'on puisse penser de moi que je suis un profiteur, que je suis un malhonnête ou que je gagne mon argent sur le dos des autres, tu vois. Oui. Donc la peur de ce que mon père ou ma mère disait sur les riches, elle va inconsciemment m'habiter, ce qui fait que je vais me limiter, surtout pas arriver plus que ce montant-là, parce que j'ai peur de passer pour la chose en l'occurrence. Alors, entrons dans ce fameux sujet qui consacre une bonne partie, un gros chapitre de ton livre sur l'héritage familial qu'on a avec l'argent. Et tu donnes pas mal de pistes pour essayer de décortiquer. Et d'ailleurs, c'est vraiment, alors, sur tous ces exercices de revisiter son histoire familiale, c'est là où j'ai vraiment du mal à faire l'introspection, à aller loin. Et je comprends pourquoi tu fais du travail collectif, parce que là, honnêtement, ça m'aurait aidé à y voir plus clair dans ma propre histoire. Là, j'ai sous les yeux quelques questions qui peuvent guider, qui sont est-ce que vous avez entendu ces phrases-là quand vous étiez dans votre famille, quand vous étiez plus petit? Alors, je vais en citer quelques-unes, mais c'est dans ma généalogie, j'ai aucun exemple de personne qui a une belle réussite ou une belle situation financière. Chez nous, alors tu viens de le dire, chez nous, on critiquait ceux qui avaient de l'argent. Avoir de l'argent, ça rend malheureux. Dans ma famille, ça a toujours été compliqué pour boucler les fins de mois. Je suis entourée de personnes qui ont peu de moyens et nous formons une bonne équipe. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ou effectivement, il y a eu des querelles d'argent dans ma famille. Il y a aussi toutes les histoires d'héritage. J'ai vu un héritage diviser ma famille, par exemple. Et la recherche du point de vue familial va assez loin, en fait. Et moi, je ne me serais jamais spontanément posé ces questions, quoi, clairement. Alors, c'est vrai que je peux dire pour 99,9% des gens, quand je leur fais faire ce travail de mon histoire avec l'argent, d'aller un peu fouiller notre histoire sous l'angle financier, c'est la première fois de leur vie qu'ils le font. Ouais. Et au fond, ce que je vois, c'est que ça reste quand même exceptionnel qu'il y ait rien dans les familles au niveau de l'argent. La plupart du temps, il y a moi je vois des histoires, mais on pourrait écrire des romans, même dans les romans, c'est pas aussi fort que ça. Tu sais, des histoires des fois de meurtres, de gens qui se font tuer, de gens qui tuent, des histoires d'argent, enfin, sans parler des spoliations. Et je parle pas des successions, le nombre de successions qui sont terminées
un conflit, on ne se cause plus dans la famille, ou des gens qui ont été déshérités. C'était plus courant avant, quand il y avait une ferme. Souvent, il y en a un qui recevait la ferme, puis les autres n'avaient que les yeux pour pleurer, tu vois. Donc, dans le monde rural, c'était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. Donc, tout ça, effectivement, si je le fais, c'est juste de voir que ça peut laisser des traces et que 1, 2, 3 générations après, nous sommes encore impactés par ces événements, potentiellement impactés par ces événements-là. Et c'est pour ça que, en fonction des événements qu'il y a eu, on peut voir tout à coup, ah ouais, tout à coup ça me parle, je vois bien qu'il y a quelque chose là qui, dans l'histoire familiale qui me parle, et que peut-être par loyauté, je vais me comporter de la même manière. Je prends un exemple dernièrement avec j'ai eu d'une personne où justement il y avait des histoires de un de ses mais qui il venait de l'apprendre la personne quelques mois avant que son arrière-grand-père a été tué pour une histoire d'argent et le gars était patron d'entreprise et il disait parler d'argent ça me met dans tous mes états et avoir de l'argent sur moi jamais quoi. Donc tu vois il sait pas qu'il manquait d'argent mais il n'avait jamais d'argent sur lui et on peut comprendre pourquoi puisqu'un arrière-grand-père s'est fait tuer pour qu'on lui pique son argent. Mais il connaissait pas cette histoire-là et ça faisait 45 ans qu'il se comportait comme ça. Et est-ce que le fait de découvrir et d'avoir eu cette prise de conscience, ce déclic, éventuellement d'entamer un travail avec toi, est-ce que tu as la suite de l'histoire? Est-ce que tu sais ce qu'il est advenu de lui et enfin vis-à-vis de sa relation à l'argent et le fait qu'elle soit pacifiée? Alors bon, dans son cas, lui, c'est quelque chose de très récent, ça fait 3 semaines, un mois, donc je le reverrai prochainement. Mais effectivement, j'ai souvent des échos, des retours. Si tu veux, je fais souvent un travail de déloyauté familiale. La déloyauté, c'est pas un manque d'amour, un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement. Je vais donner mon exemple. Moi, je viens d'une famille où tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite. Et on a une toute petite famille du côté paternel, hein, j'entends, du côté paternel, on a une toute petite famille, mais je peux te citer, à part mon petit frère, je peux te citer tout le monde, quoi, jusqu'à mon arrière-grand-père. Et au fond, si tu veux, moi j'ai eu à être déloyal à ces gens-là. Je suis pas déloyal sur le côté entrepreneur, au contraire, peux être très loyal à des valeurs, à ce côté entrepreneur que j'aime, mais je suis déloyal au fait de ne pas s'autoriser, enfin au fait de payer le prix. C'est comme si dès qu'il y avait de la réussite, on en payait le prix, si tu veux, tu vois. Si je résume avec mes mots, dans le fonctionnement familial que tu reprends dans les générations. Donc moi, je suis déloyal à ce comportement-là, à attirer des situations financières douloureuses, comme si on n'avait pas droit à de l'abondance de manière durable, en quelque sorte. Et c'est de ça que je vois que je suis issu de ça. Et si je ne l'avais pas vu et que j'ai pas pu le traiter, il serait très probable que je ferais faillite comme les autres. Très, très probable. Il y a un autre sujet dans les familles qui est moins grave, je sais pas, mais qui est effectivement peut-être moins extrême que des meurtres de l'arrière-grand-père. C'est tout simplement la jalousie. L'argent dans les familles, le frère ou la sœur qui a mieux réussi, ça crée de la jalousie et ça peut justement avoir ces répercussions de nous, les riches, c'est des cons, etc. Et on comprend pas quand on est enfant d'entendre ça dans notre famille. Bah, les riches, c'est des cons parce que tout simplement, l'oncle ou la tante ou le grand frère, la grande sœur a mieux réussi et ça a déteint en fait sur l'image qu'on pouvait avoir des gens riches, quoi, et on crée un objet de détestation, quoi. Oui, l'exemple que tu cites, c'est un exemple dont je partage souvent en disant, si je prends un exemple, si en tant qu'enfant, je suis témoin d'un oncle qui a effectivement une belle réussite, qui a peut-être une belle voiture, qui part en vacances un peu plus loin que la moyenne, et puis quand qui vient rendre visite à la maison et quand il repart, si mes parents sont admiratifs pour sa réussite et ils en parlent de manière élogieuse, il est fort à parier que moi, en tant qu'enfant, je veux dire, un jour, je veux être comme lui. Sous-entendu, un jour, j'ai envie qu'on parle de moi comme on parle de lui. Tu vois, c'est ça qu'il y a derrière. Et à l'inverse, si au moment où l'oncle en question se barre, on est en train de dire, oh, regarde voir comme il se la pète, machin, c'est du grand n'importe quoi, c'est une espèce d'imbécile, je sais pas quoi, et que moi, je suis témoin de la même scène, inconsciemment, je vais me dire, jamais de réussite comme ça, parce que je veux pas qu'on parle de moi de la même manière. Donc, tu vois, la même situation va impacter différemment suivant le regard qu'on a, parce que parfois ça peut être un regard d'admiration et parfois ça peut être un regard de jalousie, comme tu le dis justement.
Et c'est là qu'on se dit, mince, faut surveiller ce qu'on dit, parce que ça peut aller très loin dans ce qu'on véhicule, dans les projections d'un enfant et dans les conséquences que ça a sur une vie d'adulte, quoi. Enfin, Alors complètement, tu sais, je prends un exemple, mais mes beaux-parents, je les connais depuis très jeune, je fréquente depuis l'âge de 16 ans, et mon beau-père, ça m'a toujours impressionné que dès qu'il y avait des membres de direction de la grosse entreprise qui était dans le même quartier, qui passaient, il les critiquait toujours, mais de manière assez subtile, sournoise, pas de manière très frontale. Et au fond, ça me frappait toujours ce côté critique qu'il avait vis-à-vis de tout membre de direction et tout ça. Et quand j'en ai parlé à mon épouse et à ses deux frères, eux ont absolument rien remarqué. Ce qui pour moi était criant, eux n'ont rien remarqué. Et je voyais à quel point c'était subtil, mais je vois surtout à quel point ça les a influencés très clairement, si tu veux, dans leur capacité. Quand tu as ça, tu vas pas t'autoriser à avoir des postes trop élevés parce que tu as l'exemple du père qui montre que ces gens-là, c'est des gens louches, qu'il faut s'en méfier, que c'est pas des gens bien. Donc, ils sont tous, à un moment donné, ils ont eu des plafonds de verre au niveau réussite professionnelle, et je suis convaincu que ça vient en grande partie de là. j'ai envie de passer, alors c'est un peu sans transition. J'avais envie de parler d'un autre sujet qui revient beaucoup dans ton livre et dans ton travail. C'est celui de la posture d'indépendant. Donc toi-même, tu es indépendant, moi je suis indépendante. Et l'idée de travailler sa relation à l'argent quand on est indépendant, freelance, etc., revient souvent parce que elle peut être extrêmement bloquante dans sa capacité à fixer un prix, dans sa capacité à discuter d'argent avec un client, dans sa capacité à se faire payer, tout simplement. Et c'est un axe de travail qui est assez que tu exploites pas mal, d'aider les indépendants dans toutes ces démarches-là. Et pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui peut changer, enfin, là, ça peut vraiment avoir un impact énorme de passer de je vivote en tant qu'indépendant à tout d'un coup je réussis en tant qu'indépendant, quoi, de travailler ce cœur de problème. Oui, je te rejoins pleinement. D'ailleurs, au moment où on se parle, j'ai fait une conférence à Bruxelles devant à peu près 300 personnes qui étaient ou entrepreneurs ou qui allaient le devenir, et j'aurais dit à quel point, selon moi, c'est absolument indispensable de pacifier un tant soit peu sa relation à l'argent, encore une fois, parce que quand je vois des personnes qui arrivent des fois à moi, c'est déjà tard, voire trop tard, presque en tout cas pour ce projet professionnel-là, tellement c'est une situation compliquée. Et mais ce que je vois aussi, c'est que quand on est salarié, surtout des entreprises ou à l'État ou des grosses entreprises, souvent les gens disent ah non mais moi j'ai pas de problème avec l'argent parce qu'au fond cette sorte de ce revenu qui tombe chaque mois, c'est comme si ça limitait les peurs. Mais le jour où ils se mettent comme indépendants, c'est là qu'on va voir qu'au fond ils sont bourrés de peur ou qu'ils ont plein de peur parce que tu le sais toi-même Delphine, je le sais aussi, l'absence de visibilité qu'on peut avoir en étant indépendant, eh ben ça change beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que je vais gagner dans 6 mois, dans une année? Moi, je n'ai pas la moindre idée là au moment où on se parle. Et en même temps, c'est pas un problème parce que j'ai cette confiance absolue qu'il y aura assez et que ça fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Mais au fond, si tu veux, là, on est vraiment confronté à une réalité quotidienne qui est je dois faire entrer de l'argent par mes propres moyens et c'est pas quelqu'un d'autre qui va le payer pour moi sans que j'ai rien, enfin, sans que j'ai rien à faire. Le salarié fait sa part de travail, si tu veux, mais va pas forcément chercher l'argent lui-même. Et au fond, ce que je vois chez les indépendants, c'est qu'ils choisissent quelque chose qui les passionne, en général, quelque chose dans lequel un métier de cœur, une activité de cœur, quelque chose qu'ils aiment. Et ça peut être, tu vois, ça peut être artistique, mais ça peut être des gens qui vont faire quelque chose de la mécanique, ou qui vont construire, ingénieurs, je ne sais quoi, ou des thérapeutes. Et au fond, toute la partie commerciale, elle vient se rajouter, mais il y a pratiquement aucun de ces personnes qui a choisi ça pour la partie commerciale. C'est comme quelque chose qui nous est imposé et dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, mais c'est comme un mal nécessaire. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour beaucoup de personnes. Au moins, il faut négocier des prix, parler même de salaire avec ses collaborateurs ou négocier des bons prix ou des contrats avec des fournisseurs, parce que c'est comme si on subissait ce côté financier plutôt que d'être à l'aise avec. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'apprendre à être à l'aise, parce qu'au fond, tu le sais toi-même, si on n'arrive pas à en faire entrer de l'argent, tôt ou tard, on est condamné, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de confiance et de confiance en soi. Et quand on est dans la peur de manquer, dans l'insécurité, c'est dur de construire et de reconnecter avec les bases de cette confiance en soi, cette confiance en son talent, cette confiance en ses compétences.
Et puis viennent se mêler aussi d'autres, j'ai envie de dire d'autres travers qui sont de faire l'amalgame entre j'ai un talent, j'ai une compétence, j'ai le plaisir de faire ce que je fais, je vais quand même pas me faire payer pour kiffer, quoi. Il y a cette problématique-là de je prends du plaisir à ce que je fais, je suis mal à l'aise avec le fait d'y mettre un prix élevé. Il y a aussi ça qui se joue et en fait, c'est compliqué d'être indépendant quand on n'est pas confiant. L'argent va exacerber ou révéler toutes ces problématiques de confiance en soi et va énormément nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je sais de quoi il parle. Oui, alors il y a pour moi deux aspects dans ce que tu dis, même si les deux peuvent être liés potentiellement, pas forcément. La notion de plaisir qui est de dire, je rencontre très souvent ça chez les artistes, chez les thérapeutes, coachs et autres, qui disent, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Donc, autrement dit, il y a déjà une première croyance derrière, une croyance limitante, qui est de si j'ai du plaisir, c'est déjà tellement énorme parce que malheureusement, c'est pas une majorité de la population. Si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ce serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent, parce que ceux qui souffrent, ils méritent de l'argent en compensation à la souffrance, un sale air, tu vois. Et au fond, il y a une croyance très ancrée qu'on travaille beaucoup des ateliers, qui est cette croyance qu'il faut travailler dur pour mériter de gagner de l'argent. Et ça, tu n'imagines pas à quel point c'est quelque chose de fort et que les gens travaillent même indépendants beaucoup plus que nécessaire parce que ils croient qu'on doit en baver pour mériter de l'argent et ça va les limiter d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ce que tu disais sur le plaisir. Et c'est une notion de confiance. Ça, effectivement, une des grandes difficultés, c'est que, je parlerais même de l'estime de soi. Si je n'arrive pas à me donner de la valeur, comment puis-je donner de la valeur à ce que je fais? Et c'est encore plus fort quand on est dans des services où ce que je fais n'est pas palpable. Tu vois, je donne un soin, je fais du coaching, c'est pas vraiment palpable. Celui qui fait un objet matériel peut à la limite se réfugier sur le prix des matières premières, peut-être le nombre d'heures peut-être, mais ça veut pas dire que c'est facile pour lui. Simplement pour dire, si je n'arrive pas à me donner de la valeur à moi, j'aurais de la peine à donner de la valeur à ce que je fais. Ça, c'est vraiment quelque chose de très courant. Donc, comment on peut apprendre à se donner de la valeur, à se voir comme quelqu'un de valeur et à se comporter avec soi comme quelqu'un de valeur. Alors moi, j'ai plutôt envie de rebondir sur l'association entre argent et plaisir dont tu parlais juste avant. Je peux même dériver un petit peu parce que tu fais une remarque qui m'a vraiment interpellée dans le livre, qui est sur le fait que les travailleurs du social ou les gens qui travaillent dans des professions où l'on aide, dans les professions de l'accompagnement, dans les professions à forte valeur humaine, c'est aussi les métiers où on est le plus mal payé. Toujours sur cette problématique alors en fait, on est un peu dérivé de l'argent et du plaisir. On est sur l'argent et la morale, l'argent et l'éthique. Je fais quelque chose, je fais de l'aide, de la morale, de l'éthique. Je vais quand même pas gagner de l'argent sur le dos des autres et sur la souffrance des autres et sur les plus faibles. Ça c'est clairement problématique, non? Et en fait, c'est systémique. Là, on n'est même plus à un niveau individuel, quoi. Si tu veux, les personnes qui choisissent ces métiers, en général, ils les choisissent pas parce qu'ils seront beaucoup payés. Tu as beaucoup plus de chances de gagner plus d'argent si tu vas dans une grande entreprise, une banque, une assurance ou une grosse boîte où il y aura des conditions de promotion. Donc, au fond, il y a déjà une sorte de valeur qui fait qu'on choisit ça. Et les valeurs passent peut-être en premier. Et cette envie, bon, après, dans les métiers d'accompagnement, que ce soit même dans le social, on a aussi beaucoup de sauveurs. Hein. Moi, le premier, je suis un sauveur à la base qui est vigilant à pas l'être de manière maladroite. Et en général, les sauveurs sont très impliqués par les autres, très versés vers les autres et peuvent vite s'oublier au passage aussi. Et y compris sur l'aspect financier, au fond, c'est comme si sauver les autres, ou je dirais, si je vais utiliser un mot peut-être un peu plus joli quand même, contribuer au mieux-être des autres, était tellement important qu'on est prêt à oublier un peu qu'il y a une sorte d'équité, une sorte d'équilibre entre le donner et le recevoir. Bien souvent dans ces milieux, il y a beaucoup plus de donner que de recevoir.
Mais est-ce que ça veut dire que quand on choisit ces métiers-là, on a déjà fait un deuil ou un renoncement au fait de gagner, enfin, de gagner bien sa vie ou de recevoir beaucoup d'argent ou d'être bien payé? Il y a c'est fort quand même. Si tu veux, je vois quand les gens sont jeunes et choisissent des métiers, il y a des personnes qui disent clairement, j'ai choisi des métiers où je savais que je serais bien payé. Donc certains pour qui c'est un vrai argument de choix et Mmh. pour d'autres ça l'est absolument pas. Donc déjà au départ, on part pas tout à fait du même lieu intérieur, tu vois. Est-ce que je vais choisir un métier où je suis bien payé et c'est mon critère numéro un, ou est-ce que je vais choisir un métier dans lequel je me sens plutôt appelé, qui semble plus être proche de mes valeurs ou d'une forme de vocation. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs suivant qu'on choisit l'un ou l'autre à partir de ce moment-là. Et au fond, tu vois, dans les milieux du social, on rencontre plus de saboteurs aussi, parce que souvent dans ces milieux-là, il y a un peu plus de rejet de la société aussi. Et souvent, quand il y a rejet de la société, il y a rejet de l'argent avec. Donc, si je rejette l'argent avec, c'est sûr que ça va pas être facile d'attirer de l'argent si je trouve que l'argent est la cause de beaucoup de maux dans notre société. Donc, au fond, les personnes ne choisissent donc pas forcément pour l'histoire d'argent. Il y a d'autres valeurs ou en tout cas d'autres priorités qui viennent là. Et parfois, après, on peut être un peu prisonnier de ses premiers choix parce qu'on voit que c'est pas toujours facile de changer de métier, même si aujourd'hui on voit que c'est toujours plus possible qu'en tout cas que ça l'était à une époque. Et quand on devient indépendant, on peut se retrouver avec beaucoup plus de possibles, c'est-à-dire gagner plus rien du tout et puis voire même tomber en faillite, voire gagner beaucoup d'argent, même si on fait de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet et d'autres choses, moi je connais des personnes qui contribuent énormément à travers Internet et qui gagnent beaucoup d'argent, et à mon avis, en faisant des choses extrêmement positives. Il y a une notion qui m'a interpellée, qui revient régulièrement, c'est cette idée qu'on peut attirer à soi ou repousser l'argent. C'est quelque chose qui est distillé un petit peu partout dans le livre et qui clairement mérite un peu une petite explication de ta part. J'ai retenu notamment cette phrase à la fin qui est dite par un intervenant: l'argent est le baromètre de mon bonheur, pas dans le sens matériel, mais plutôt comme la résultante que je suis bien alignée à ma mission de vie, dans la joie de ce que j'aime faire. Mhm. J'ai trouvé ça très fort. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par attirer ou repousser l'argent? Que quand on est dans sa mission de vie, on est susceptible d'attirer l'argent à soi et que quand on ne l'est pas, on est susceptible de repousser. Qu'est-ce que tu entends exactement par cette idée-là? Alors, quand je dis repousser, j'aime bien donner un exemple qui est le suivant. Imaginez que dans je dirais dans les environs de chez vous, il y a une personne que vous connaissez, une connaissance que vous considérez comme une relation toxique. Autrement dit, qui a vraiment une attitude peut-être très négative, qui critique tout le monde. Enfin voilà, quelqu'un avec qui on n'a pas envie de passer du temps. Ah ben, t'es d'accord que cette personne-là, tu vas pas l'inviter régulièrement à table à la maison ou boire un verre à la maison. Tu vas plutôt l'éviter en quelque sorte. L'éviter est l'apostrophe. Hein. Et puis, euh, en fait, c'est la même chose avec l'argent. C'est-à-dire que si les personnes pensent que l'argent c'est dangereux, que l'argent c'est une source de conflit, que l'argent c'est sale, je ne vais pas inviter à ma table quelque chose, je pense, qui pourrait générer du conflit, quelque chose qui est sale ou quelque chose qui est dangereux. Je ne vais pas l'inviter à ma table. Donc, autrement dit, inconsciemment, j'aurai des comportements qui font que je ne vais pas attirer autant d'argent que je pourrais. Je te donne deux exemples. C'est des personnes qui sont très bons dans leur métier, qui ne facturent pas, par exemple. Je ne facture pas, autrement dit, qui ont beaucoup de retard de leur facture, qui facturent des fois 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans après, ou qui oublient de facturer, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent. Mais c'est aussi des personnes qui auraient besoin, qui auraient accès à toutes sortes de soutiens, qui auraient accès à des soutiens financiers, mais ils ne font pas les démarches pour avoir accès à cet argent-là. Ça peut être des remboursements d'assurance, ça peut être des choses sociales, ça peut être des aides quand on se lance comme entrepreneur. Au fond, j'ai des démarches à faire et je ne le fais pas. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis, ils sont saboteurs, ils pourraient avoir de l'argent qui vienne à eux, mais ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent vienne à eux. C'est dans ce Ouais. sens-là qu'ils n'attirent pas. Je sais pas, c'est plus clair peut-être déjà comme ça? Si, si, tout Oui. à fait. Alors peut-être si je reviens sur ce que tu partages en termes de vibration, euh, mais je dirais c'est encore peut-être plus fort une fois qu'on a en tout cas un tant soit peu déblayé sa relation à l'argent en tout cas pour faire déjà les premiers pas, c'est que ce que je vois et je peux le voir vraiment aussi à travers mon propre exemple
Et c'est que quand je suis bien aligné, bien dans mes baskets, vraiment dans la joie de qui je suis, la joie de ma contribution, je vibre quelque chose qui est très différent de que si je suis dans quelque chose de négatif, que je suis dans la critique, etc. Je crois que ça, on le comprend tous. Hein, quand on dit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, on comprend tout ce que ça veut dire, en quelque sorte. Et qu'au fond, ce que je vois, c'est que quand je suis dans ces bonnes vibrations, ben, les choses, elles viennent à moi beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de bonnes choses. Donc, aujourd'hui, la physique quantique montre que nous sommes des êtres vibratoires et que nous attirons des choses de la même vibration. Donc, plus je suis dans une bonne vibration, plus les choses, il y a une sorte de fluidité, de flow qui fait que les choses, elles viennent à moi avec beaucoup de facilité. À l'inverse, et ça m'arrive aussi, des moments où je suis dans beaucoup de stress, je suis dans des tensions, je me mets des délais, enfin, j'ai l'impression que j'arriverai pas à faire le tour, et je suis vraiment dans des il faut, je dois, tu as travaillé dur, mais où je me coupe de la joie inconsciemment, eh ben, c'est mon niveau vibratoire qui diminue, et automatiquement, il y a, à coup, c'est comme si la source était tarie. Les gens, les inscriptions n'arrivent plus, l'intérêt des médias n'arrive plus, enfin, ce qui marche à un moment donné, marche plus à d'autres moments. Et je vois qu'au fond, c'est ma propre posture, c'est mon propre état intérieur qui fait que j'attire plus ou moins beaucoup. C'est comme si j'ouvrais plus ou moins un canal en fonction de cet état-là. On peut prendre l'exemple des gens qui sont tout simplement heureux de faire ce qu'ils font, qu'ils soient salariés, qu'ils soient commerçants, indépendants, etc. Mais les gens qui sont heureux d'être là où ils sont, de faire le métier qu'ils font, en général, ça leur donne une énergie, un allant. En fait, le plaisir est communicatif et effectivement, c'est probablement. Enfin, on imagine bien que ces gens-là sont plus susceptibles d'avoir des promotions, d'attirer plus de clients, de générer plus de satisfaction de la part des utilisateurs, des clients, etc. Et c'est en ce sens-là qu'on imagine qu'il peut y avoir des retours qui effectivement l'abondance dont tu parles, qui n'est pas que pécuniaire, qui peut être financière, pécuniaire, mais pas que, qui va être parce que quand on est caissière et que on a plaisir à discuter avec les gens, effectivement nos interactions seront beaucoup plus enrichissantes et on fera encore une fois, on sera meilleur à ce qu'on fait, on prendra plus de plaisir et on sera plus susceptible d'attirer de la joie et de la bienveillance à soi, quoi. Au fond, je crois que ça paraît naturel pour nous de se dire si on a affaire à un vendeur, que ce soit dans un commerce, dans un garage, qui est chaleureux, qui a notre écoute, qui a de la joie à nous donner les meilleurs conseils possibles, qu'on sera plus susceptible de dire oui que si on a en face quelqu'un qui tire la gueule ou qui a l'impression qui a pas vraiment envie d'écouter ce qu'on a besoin. Donc ça paraît tout à fait, je dirais, évident hein, pour chacun d'entre nous qu'on n'aura pas la même attitude. Mais surtout, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à quel point nos croyances créent notre réalité. C'est-à-dire que si je reprends un cas avec l'argent, si je pense que les riches sont des malhonnêtes, si je prends cet exemple-là, j'aurais aucun problème à trouver plein d'informations, à trouver plein d'exemples que les riches sont des malhonnêtes. Parce que tu peux en trouver, que ce soit des patrons d'entreprise ou d'autres, qui vont peut-être avoir des comportements qui sont douteux avec l'argent. Mais à l'inverse, si je pense que l'être humain est profondément bon, que ça c'est ma croyance, j'aurai un regard qui sera différent sur les êtres humains avec cette croyance-là. C'est comme si je vais plutôt voir naturellement leur bonté que voir toutes les choses qui me conviennent pas. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des mots sur les croyances que nous avons, que nous portons, qui sont des fois les nôtres, mais qui sont des fois celles que nous avons repris de notre famille et qu'au fond, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est comme si on nous l'avait, enregistré dans le cerveau sans même qu'on le veuille et sans même qu'on en soit conscient. En parlant de croyances, tu as évoqué à plusieurs reprises Peter Koenig, donc ton mentor. Moi, j'ai lu, je peux pas dire que j'ai lu les travaux de Peter Koenig, j'ai lu un de ses ouvrages, 30 Lies About Money, 30 mensonges à propos de l'argent. On pourrait peut-être dire 30 croyances à propos de l'argent, justement. Et à propos de l'association qu'on fait entre argent sécurité, argent bonheur, argent pouvoir, argent liberté, etc., il a cette réflexion que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Il dit que en associant une certaine dose d'argent, un niveau d'argent comme nécessaire pour atteindre une échelle de sécurité, une échelle de bonheur, une échelle de liberté, etc., 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 il dit on est sûr de ne pas y arriver. On est sûr de y arriver parce que
il y a une loi naturelle qui veut que quand on se rapproche de la limite qu'on s'est fixée ou quand on l'atteint, nécessairement, on va vouloir placer la barre plus haute. Et Mhm. donc, si on a défini que notre sécurité se situait à 10 000 € d'économie, il est quasiment certain qu'une fois que je serai arrivée à 10 000 € d'économie, ça ne me suffise plus. Ça ne me suffise plus à satisfaire mon besoin de sécurité. On en revient effectivement à tout ce qu'on disait, au début, et le fait de dire, l'idée c'est de ne pas rechercher et de ne pas associer des qualités à l'argent que l'argent n'a pas en fait, et qu'il faut les trouver ailleurs. C'est tout le sens de ton travail. Tout à fait. Donc, je te rejoins bien sûr complètement dans tout ce que tu partages là. L'histoire de la sécurité, c'est exactement ce que j'ai vécu, puisque comme j'arrivais à un certain montant d'économie, puis que je voyais que les peurs étaient toujours là, je me disais toujours avec un peu plus, ça ira mieux, avec un peu plus, ça ira mieux. C'est une course sans fin. Et pour moi, il y a même des milliardaires sur notre planète aujourd'hui qui sont exactement là-dedans. Soit sécurité, je pense que c'est pouvoir pour certains. Je pense qu'ils ont beaucoup tendance à associer argent et pouvoir. Et c'est la même chose, si moi je manquais de sécurité intérieure qui fait que je courais après l'argent pour essayer de compenser ce qui me manquait à l'intérieur, je pense que ces milliardaires-là, qui ont associé pouvoir, ils sont pas en lien avec leur pouvoir intérieur de se construire une belle vie dans laquelle ils sont épanouis et ils cherchent leur pouvoir à l'extérieur, en l'occurrence sur l'argent, sur des possessions. Donc, effectivement, c'est le piège. Donc, si tu veux, c'est pour ça que le titre de mon livre, Ce que l'argent dit de vous, là, à chaque fois, tu as argent sécurité, argent pouvoir, argent et liberté. Ça me ramène à moi, à mon manque de sécurité, à mon manque de pouvoir de me créer une belle vie, à mon manque de liberté de faire ce qui est bon pour moi. Et on va essayer de le compenser à l'extérieur sur l'argent. Et c'est ça le piège. Et c'est là qu'on va créer un lien de dépendance aussi longtemps qu'on n'est pas conscient. Donc, le problème, si tu veux, c'est l'inconscience qui pose le problème. C'est que tant que je suis pas conscient, effectivement, que que je pose une qualité sur l'argent, comme tu l'as dit, et puis que j'associe ça avec, donc c'est comme si je colle la qualité sur l'argent, eh ben, j'aurai des comportements inconscients avec l'argent, qui sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour les critiquer ou les juger. Simplement, je vois qu'ils ne soient pas forcément porteurs, mais surtout qu'ils ne permettent pas de vivre la qualité comme je l'aimerais. Justement, tu parlais du pouvoir, et j'ai réussi à faire cet exercice d'introspection que tu proposes, c'est-à-dire essayer de vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous vous êtes senti puissant, pas dans le sens, j'ai beaucoup de pouvoir sur les autres, mais puissant dans ses compétences créatrices, voilà, j'ai envie de dire aligné, puissant et pleinement conscient de son potentiel. Et c'est drôle parce que là, je me suis dit, waouh, mais en fait, effectivement, je m'étais pas rendu compte que c'était arrivé à des moments de ma vie où je gagnais pas ou peu d'argent. Bien sûr. En prendre conscience, ça a été, en fait, j'ai pas toujours tout réussi à faire les exercices d'introspection, je pense parce que j'étais toute seule à le faire. Et là, j'ai réussi, je me suis dit, waouh! Mais en fait, et ça m'a donné encore plus ce sentiment de me dire, mais j'ai pas besoin d'argent pour me sentir créatrice, pour me sentir puissante dans ma pleine potentialité, quoi. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est un des grands classiques, c'est argent et liberté. Au fond, je dis oui, quand j'aurai de l'argent, je serai libre. Et au fond, je dis, mais tu sais, quand même bizarre, parce qu'il y a des gens qui ont pratiquement pas d'argent, qui partent sac à dos, qui partent voyager à travers le monde sans argent. Ils se sentent libres de le faire. Ils attendent pas d'avoir de l'argent pour le faire. Et au fond, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ne manquent pas d'argent et de loin pas, et qui en plein d'endroits, ils sont prisonniers. J'en ai parlé un petit peu au début. Combien de fois ils n'osent pas faire des choses parce qu'ils veulent pas déranger l'entourage familial, ils ont encore peur du regard de leurs parents. De la famille, on a toujours fait avocat, notaire ou médecin, et j'ose pas faire un autre métier de cœur parce que je suis loyal et je fais aussi avocat ou je fais médecin. Donc même tout leur argent ne leur permet pas d'être pleinement libres de dire, de faire ce qu'ils veulent, de se positionner comme ils veulent. Tu n'imagines pas le nombre de patrons d'entreprise que je vois qui n'osent pas venir avec n'importe quel véhicule à leur travail, même des petites entreprises, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc ils ne sont encore pas libres, même si ils ont de l'argent. Donc s'il suffisait d'avoir de l'argent pour se sentir libre, j'ai envie de dire, ça se saurait. Et même, j'ai envie de dire, il y a bien des gens, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qui sont prisonniers de leur argent, parce que ils passent tellement de temps, tellement de stress à s'en occuper et tout, qui se génère du stress, bien sûr, c'est pas obligatoire, qu'au fond, c'est comme si leur argent les emprisonnait alors qu'ils veulent l'inverse. Il y a aussi sur la liberté une question que
une réalité que beaucoup de gens connaissent, surtout de ma génération de trentenaires, c'est la barrière qu'on se met pour quitter un emploi et pour changer de vie. Et souvent, et tu me dis si je me trompe, on peut convoquer justement la famille à la rescousse en se disant mais non, mais moi je peux pas quitter mon emploi, je peux pas entamer une reconversion, je peux pas changer de vie parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une femme, etc., etc. Et donc là on parle de liberté, mais en fait on parle d'être prisonnier, quoi. On est prisonnier de son job, on est prisonnier de son niveau de revenu, on est prisonnier de son crédit à la banque, et il n'est plus envisageable de se dire est-ce qu'on peut adapter notre niveau de vie à nos projets? Non, on a fait un choix un jour qui est d'acheter cette maison à tel endroit avec tel crédit et d'avoir ce job avec tel niveau de salaire pour rembourser ce crédit. Et du coup, on ne peut plus rien changer quasiment jusqu'à ce qu'on ait remboursé ce crédit au lieu de faire, de revoir peut-être nos prétentions à la baisse pour gagner en qualité de vie et en bonheur, en fait. Ça aussi, c'est une situation que tu dois voir beaucoup, non? Absolument, non, je la vois beaucoup et en plus je l'ai connue aussi. Si tu veux, j'en parlais l'autre jour à la conférence, c'est le paradoxe, c'est, je dis, quand les charges financières de ma maison deviennent ma prison. Et au fond, c'est la même chose avec l'emploi, c'est que on revient sur des croyances limitantes, c'est que plus je fais longtemps le même métier, plus je me crée une croyance que je ne sais pas faire quelque chose d'autre. Et Ouais. ça devient la croyance qui limite parce que certains pensent qu'ils ont d'autres qualités. Ben, c'était mon cas parce que mon métier de conseiller en placement financier, ce que je fais maintenant, ça n'a juste rien à voir si ce n'est que j'ai des humains en face. Mais de ce qu'on parle, ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, si tu veux, c'est vraiment de voir à quel point ces croyances que j'ai là, elles vont me limiter dans la vie de la même manière que nombre de personnes, parce qu'ils ont des enfants à charge, horrible expression, hein, comme si nos enfants étaient devenus des charges, et qui disent je ne peux pas faire ce que je veux parce que j'ai des enfants. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on a des enfants. Simplement, nombre de personnes qui disent non, non, mais c'est normal, je dois me sacrifier parce qu'il faut que je ramène l'argent à la maison. Et je leur dis souvent, je dis, mais au fond, toi, tu vas leur dire un jour à tes enfants, tu sauras quand tu seras grand que tu auras des enfants, tu dois te sacrifier pour la famille et ne pense pas faire un métier qui te plaît parce que l'essentiel, c'est pas là, c'est de se sacrifier. C'est ça que tu vas leur dire. Et les gens disent, ah non, 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 je ne dirai pas ça. Je dis, alors c'est possible, mais pourtant c'est ce que tu montres. Et les enfants apprennent beaucoup plus par imprégnation que parce qu'on leur dit. Si c'est l'exemple qu'ils ont, on doit se sacrifier pour les autres, on doit travailler dur, ils vont croire que c'est la réalité. Puis c'est ça qu'ils ont perçu. Donc c'est important de voir également que de nos comportements, nous inspirons beaucoup, beaucoup ceux qui nous suivent, les générations d'après. Tu parles de regret et page 32 du livre, tu cites les travaux de Elizabeth Kubler-Ross, qui est une infirmière australienne qui a étudié les regrets de ses patients sur leur lit de mort. Mhm. Et c'est très riche d'enseignements parce qu'elle en tire, alors là je vais pas être sûre de moi, il va falloir que tu m'aides, mais elle en tire un top 5 entre guillemets de regrets, et effectivement il y a pas j'aurais dû garder plus économiser mon argent, j'aurais dû m'acheter une belle voiture, ou j'ai bien fait de garder ma maison, etc. Il y a j'aurais dû faire des choses que j'ai pas osé faire, quoi. Oui, et c'est vrai que plusieurs études se recoupent, qui fait que vraiment le regret numéro un, c'est de ne pas avoir osé se réaliser, d'avoir trop écouté les autres, de s'être limité en quelque sorte. Donc dans les regrets, c'est vrai qu'on parle de l'amour qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on n'a pas osé montrer, peut-être de ne pas avoir gardé plus de liens avec des personnes qui étaient importantes pour nous, mais c'est jamais j'aurais dû demander une augmentation, j'aurais dû gagner plus d'argent, et dit ce n'est jamais, jamais ce qu'on entend. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir ces retours de ces personnes, parce qu'il y a pas qu'une, hein, il y a un certain nombre de personnes qui ont cette expérience-là, parce qu'en se disant, si au fond, au moment où on fait le bilan de sa vie, et quand on fait le bilan de sa vie, on est au niveau de l'essentiel, on n'est pas en train de savoir combien de kilos de sucre on va avoir dans la réserve, on est d'accord, hein. Donc si au moment où on fait le bilan de sa vie, euh, on ne parle pas d'argent, alors que durant notre vie, on parle tellement d'argent, est-ce qu'au fond, ne ferions pas parfois fausse route à donner trop d'importance à l'argent? L'argent n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux.
c'est l'utilisation de l'argent qu'on va avoir qui peut amener qui peut amener du bonheur, qui peut amener de la contribution positive pour moi, pour les autres. Mais l'argent tout seul, c'est des bouts de papier, c'est des chiffres sur l'ordinateur. C'est la manière dont nous le mettons en mouvement, en quelque sorte, cet argent-là, qui va générer quelque chose de différent. Et c'est ça notre pouvoir face à l'argent, c'est la manière dont nous allons choisir de le faire circuler et comment il va contribuer. Moi, je dis l'argent est un formidable bulletin de vote parce que chaque fois que j'utilise mon argent, je donne une couleur à la société que nous allons construire demain. Je prends un exemple, si je prends une grande entreprise dont je ne partage pas les valeurs et que j'achète des produits de cette entreprise, quelque part, à ma manière, je suis en train de leur dire, je vous encourage à continuer ainsi. Pour preuve, je vous donne de mon argent en contrepartie d'un produit, donc ça les encourage. De la même manière que si je vais chez mon commerçant local, le petit magasin local ou le petit libraire et j'achète chez lui plutôt que chez Amazon, je suis aussi en train de dire, je vous encourage à continuer puisque mon argent, je le décide de faire circuler chez vous parce que j'aime avoir un libraire, j'aime avoir un petit magasin dans mon village, dans ma petite ville, plutôt que des grandes surfaces. Et tu vois, j'influence très clairement la société dans laquelle que nous construisons tous ensemble avec l'argent. Donc c'est un bulletin de vote et nous oublions le pouvoir de ce bulletin-là qui, selon moi, est beaucoup plus powerful, plein de pouvoir que celui que nous mettons 2 fois par année dans une urne. Je vais te poser une question. Attention, elle va peut-être susciter un temps pour y répondre. C'est si tu devais poser une question aux auditeurs pour les faire réfléchir, qu'est-ce que tu choisirais comme question? Quelle est la question que tu leur poserais pour les faire réfléchir? Alors la question qui me vient, c'est et si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de différent dans votre vie? S'il n'y avait pas donc d'histoire d'argent, s'il n'était pas question d'argent, que feriez-vous dans votre vie? Que choisiriez-vous de faire? Autrement dit, hein, de comment je vais mettre ma vie en place, de comment j'aurai envie d'y contribuer, etc. Parce que je pense que ça va permettre de mettre des mots sur ce qui semble être l'essentiel pour moi. Moi, ce qui est essentiel de ma vie, c'est ma contribution au monde. C'est à quoi je contribue, qu'est-ce que j'offre du meilleur de moi. Nous avons tous un talent, un diamant à l'intérieur, quelque chose à offrir. Et au fond, ça va permettre de voir en quoi peut-être l'argent m'empêche de réaliser des choses que j'aimerais faire. Et c'est là peut-être qu'on va voir que je suis pas aussi à l'aise que ça avec l'argent si l'argent m'empêche de réaliser ces choses-là. Et pourquoi c'est important? Parce que à coup sûr, la réponse que les gens vont trouver, d'autres ont réussi à le faire. Donc ça veut dire que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est possible. Donc à partir de là, on peut commencer à mettre en place des changements qui fait que peut-être ce que j'aspire à vivre un jour dans ma vie, on va tendre vers toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'aime beaucoup ta question parce que elle essaye d'aller débusquer les excuses qu'on se donne à soi-même. Oui. C'est vrai que l'argent se trouve souvent, pas toujours, hein, entre nous et nos projets. Entre moi et mon projet de vie, entre moi et mon envie de faire un tour du monde, entre moi et mon envie de quitter mon job, moi et mon envie de partir vivre à tel ou tel endroit, il y a souvent l'argent. Et ta question, elle me paraît hyper pertinente parce qu'elle est en train de dire, et s'il n'y avait pas l'argent? Et s'il n'y avait pas l'argent? Et si l'argent n'était pas un problème? Et si tu l'avais, l'argent? Tu partirais vivre où tu veux aller vivre, tu partirais demain faire un tour du monde, tu donnerais ta démission demain, etc. Je pense que ça peut vraiment aider les gens en fait, à faire un diagnostic, à savoir s'ils ont une vraie difficulté ou un problème à résoudre avec l'argent. J'aime beaucoup la manière dont tu le dis, hein, quand tu dis l'argent est entre, parce qu'au fond, moi, si tu veux, moi j'utilise aussi le mot combien de fois on va donner l'excuse argent pour, et je suis pas en train de dire que les situations financières des uns et des autres sont forcément confortables. Je ne le sais pas, mais je peux bien imaginer qu'il y a des différences pour les uns et les autres. Ça, je peux vraiment l'entendre et l'accueillir. Par contre, ce que je vois, parce que j'aurais pu dire la même chose, ça je peux en parler, c'est que pendant longtemps j'aurais pu dire ah ben non, je peux pas me mettre à mon compte parce que j'ai des enfants. Et des enfants à charge, comme tout à l'heure, donc ils coûtent de l'argent. Et qu'au fond, c'était pas ça la vraie problématique. La vraie problématique, c'est que je manquais d'estime de moi, je manquais de confiance en moi, je manquais de courage. Et c'était ça la problématique. Donc tant qu'on trouve une excuse à l'extérieur, on n'est pas en train de s'occuper de ce qui est le vrai problème. Parce que le jour où je me suis mis à mon compte
J'avais encore des enfants aux études, à l'université, donc ils coûtaient encore plus cher, et c'était devenu zéro problème à ce moment-là. Là où c'était un problème avant. Donc on voyait bien que c'était pas les enfants, c'était bien à l'intérieur de moi que c'était le problème, c'est qu'il manquait quelque chose à l'intérieur. Et ça peut prendre un peu de temps parfois pour reconstruire un peu d'estime de soi, pour avoir un regard un peu plus bienveillant sur soi-même. Et en même temps, c'est un chemin qui, de toute façon, qui se termine jamais, à mon avis. Mais c'est important de voir que ne pas rester derrière cette excuse extérieure, que ce soit les enfants, l'argent, je sais pas quoi, pour être sûr qu'on a le bien voir qu'est-ce que je peux changer en moi qui fait que je me donne encore plus de chances de me réaliser, de me déployer dans la vie comme j'aimerais. Parfait. Je vais te poser la question de la fin que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi être riche, Christian? Pour moi, être riche, c'est de mener une vie qui me ressemble, c'est-à-dire autrement dit avec mes valeurs. Ça veut dire c'est d'offrir mon meilleur au monde, d'amener ma contribution unique au monde, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus joyeux que de voir des gens qui se transforment, des gens qui ont le sourire, des gens qui changent de situation, parce que j'ai juste été la bonne personne au bon moment sur leur chemin. J'ai pas plus de mérite que ça. Et au fond de voir qu'à quel point la vie est belle et nous veut du bien, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je trouve aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, ça veut pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est juste de prendre ça comme des expériences de vie et de prendre ça avec le sourire aux lèvres en disant, ok, c'est ça que la vie me propose aujourd'hui. Eh ben, je vais m'atteler à cette difficulté-là et je vais voir comment je peux ressortir grandi. Donc pour moi, c'est vraiment un état d'esprit que je vois là derrière, en fait. Un état d'esprit et cette envie furieuse de contribuer à un monde meilleur. Merci, Christian. Merci Delphine. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Alors sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Christian Junot Pro, P-R-O. J'ai une chaîne YouTube également à mon nom. Autrement, j'ai mon site internet www.cjunotconseil.com, conseil au singulier. Voilà, sur LinkedIn, des choses comme ça, voilà. Donc c'est principalement là qu'on peut me trouver, même je crois sur Instagram également. De toute façon, je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te contacter en description de l'épisode et sur budget-chéri.com. Sachez également que donc, tu seras à Paris pour une conférence de 2 jours, le 7 et 8 mars, donc c'est très bientôt. Alors oui, c'est plus qu'une conférence, c'est un atelier de 2 jours et c'est vraiment, pour moi, c'est un événement unique en francophonie. Il n'existe pas d'événement tel où on est autant, on sera à peu près maximum 150 à travailler sur la relation à l'argent. Là, je fais venir des conférenciers. Il y a quelque chose d'unique par rapport aux autres choses que je fais également. Une énergie incroyable et je vois que cette énergie est très porteuse quand on est tellement nombreux à vouloir aller dans cette même direction. C'est comme ça permettait des accélérations de prise de conscience et de transformation. Donc, je suis toujours très content de vivre ça parce que c'est un moment qui, moi, me fait très chaud au cœur, en tout cas. En tout cas, moi, j'y serai le week-end du 7-8 mars. J'ai vu les vidéos des éditions précédentes, des réactions des participants. Ça m'a mis en joie, vraiment. Ça m'a vraiment donné envie d'y participer. Je sens que ça peut être moteur d'un vrai changement. Et encore une fois, je trouve que c'est un vrai investissement sur soi qu'on fait qui peut changer notre vie, en fait, vraiment. C'est la différence entre un investissement, parce qu'un investissement, il y aura quelque chose d'autre après, a priori de meilleur, et une dépense où on a plutôt du moins. Alors qu'un investissement, même s'il y a de l'argent qui sort aussi, c'est pour du plus. Voilà, donc si vous voulez nous rencontrer tous les deux, alors moi je serai pas sur scène, mais Christian il sera sur scène avec 3 autres intervenants. Donc si vous voulez nous rencontrer Christian, et puis je serai dans les parages aussi, donc c'est le 7 et 8 mars à Paris. Je mettrai encore une fois toutes les informations sur cet événement dans la description de l'épisode. Et puis il me reste plus qu'à te souhaiter, à te dire merci Christian. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et puis, je te dis à très bientôt du coup, et merci encore. Merci Delphine, merci aussi pour ton intérêt pour ce thème sensible. J'apprécie aussi beaucoup ton ouverture et ta chaleur humaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que j'aurai l'occasion de vous voir le 7 et 8 mars prochain à Paris pour l'événement de Christian. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos des éditions précédentes qui sont extrêmement inspirantes. Ce sont 2 jours d'atelier qui peuvent durablement changer votre vie. Et n'oubliez pas, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel à 277 € pour les 2 jours d'atelier.
Tous les liens sont en description de l'épisode et sur le site évidemment budget-chéri.com. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez maintenant que ça aide énormément les gens à découvrir le podcast. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!